« Dégage! Je ne vais pas nourrir une voleuse !» Ces mots résonnent encore dans ma tête comme une claque glacée. C'était un soir de novembre 2024. Il pleuvait, l'une de ces pluies parisiennes qui transforment les trottoirs en miroirs noirs. Et moi, Yvette de Montclarin, 61 ans, je me tenais sous le porche de la maison de mon fils, trempé jusqu'aux os, avec une valise à moitié fermée et le cœur en miettes. 3 heures plus tard, la police m'a appelé. Quand ils ont découvert où se trouvait vraiment ce collier, tout a basculé. Mais je vous dois la vérité depuis le début, parce que ce soir-là n'était pas le fruit du hasard. C'était l'aboutissement de quelque chose qui couvait depuis des années, quelque chose que j'avais refusé de voir. Je m'appelle Yvette de Montclarin. J'ai 61 ans. Je vis seule depuis que mon mari, Gabriel, nous a quittés il y a 9 ans. Un anévrisme. Rapide. Brutal. Sans adieu. Nous avions construit notre vie ensemble dans le 16e arrondissement. Une vie simple mais élégante, faite de dimanches en famille, de dîners discrets et de voyages en Provence chaque été. Gabriel était architecte. Moi, professeur de littérature dans un lycée privé. Nous avions eu un seul enfant, Séraphin. Notre fils unique, notre fierté. Séraphin a aujourd'hui 37 ans. Il est juriste dans un cabinet réputé. Un garçon brillant, sensible, qui a toujours été très proche de moi. Quand Gabriel est mort, c'est Séraphin qui m'a soutenu. C'est lui qui m'a convaincu de ne pas vendre l'appartement. C'est lui qui venait dîner chez moi tous les mercredis soirs, même après son mariage. Il s'est marié il y a 8 ans avec Evelyne. Evelyne Dufresne, 34 ans, blonde, mince, toujours impeccablement habillée. Elle travaille dans la communication pour une marque de luxe. Elle a ce sourire éclatant qui séduit tout le monde. Au début, je l'ai trouvée charmante. Un peu distante peut-être, mais charmante. Le jour de leur mariage, à la mairie du 7e arrondissement, elle portait une robe crème magnifique. Elle m'a embrassée sur les 2 joues et m'a dit « Yvette, je suis si heureuse de faire partie de votre famille. » J'y ai cru. Ils ont eu un fils 4 ans plus tard, Léonel, mon petit-fils, 7 ans aujourd'hui. Des yeux verts comme ceux de Gabriel, un rire cristallin. Il m'appelait « Mamie Yvette » et il adorait que je lui raconte des histoires avant de dormir. Pendant des années, nous avons formé une famille unie. Enfin, c'est ce que je croyais. Après la mort de Gabriel, j'ai vendu notre grande maison de Neuilly pour m'installer dans un appartement plus petit, toujours dans le 16e. 2 chambres, un salon lumineux avec vue sur les toits. C'était suffisant pour moi. J'avais ma retraite, quelques économies, et surtout, j'avais ma liberté. Mais Séraphin s'inquiétait. Il trouvait que je vivais trop seule, que je sortais trop peu, que je m'isolais. Un dimanche de mars 2023, alors que nous déjeunions chez eux, ils habitent un bel appartement à Boulogne-Billancourt, Evelyne a posé sa main sur celle de Séraphin et a dit doucement « Tu sais, mon chéri, nous avons cette grande chambre d'amis au 2e étage. Elle ne sert à rien, et ta mère pourrait se sentir moins seule. » Séraphin a levé les yeux vers moi. Il avait ce regard suppliant que je connaissais si bien depuis son enfance. « Maman, qu'est-ce que tu en penses? Tu pourrais venir vivre avec nous, juste pour quelques mois, ou plus longtemps si tu veux. » J'ai hésité. J'aimais mon indépendance. Mais je voyais bien que mon fils s'inquiétait sincèrement. Et puis, Léonel était là, assis à côté de moi, qui me tirait la manche en répétant « S'il te plaît, mamie, viens habiter avec nous. » Alors j'ai accepté. En mai 2023, j'ai emménagé chez eux. Au début, tout semblait parfait. J'avais ma chambre au 2e étage, avec une petite salle de bain privée. J'aidais Evelyne avec Léonel quand elle rentrait tard du travail. Je préparais des dîners le soir. Je me sentais utile, aimée. Mais très vite, j'ai commencé à remarquer des petites choses. Des regards, des silences, des portes qui se fermaient quand j'arrivais. Evelyne avait changé, ou peut-être avais-je enfin ouvert les yeux. Les premiers mois ont été les plus doux. Léonel était ravi. Chaque soir, il montait dans ma chambre pour que je lui lise une histoire. Nous avions notre rituel. Je m'asseyais sur le fauteuil près de la fenêtre, lui se blottissait contre moi avec son doudou, un petit lapin gris usé, et je lui racontais des contes de Perrault, de Grimm. Parfois j'inventais mes propres histoires. Il adorait celle du chevalier qui cherchait une rose d'or pour sauver sa grand-mère d'un sortilège. « Mamie, tu crois que les roses d'or existent vraiment ?» me demandait-il, les yeux brillants. « Peut-être pas en vrai, mon chéri, mais dans nos cœurs, oui, toujours. » Séraphin aussi semblait heureux. Il rentrait du cabinet vers 19h,
souvent fatigué, mais il prenait toujours le temps de venir m'embrasser avant le dîner. « Maman, tu es sûre que ça va? Tu ne manques de rien? Tout va bien, mon grand. Je suis heureuse d'être près de vous. » Et c'était vrai, j'étais heureuse. Mais Evelyne commençait à se montrer différente. Au début, c'était subtil. Un soupir quand elle me voyait descendre pour le petit déjeuner. Un froncement de sourcils quand je proposais de l'aider à mettre la table. Une remarque faussement légère. « Oh, Yvette, vous n'êtes pas obligée de tout faire, vous savez. Vous êtes notre invitée. » Invitée. Le mot m'avait piqué, mais je n'avais rien dit. Puis, un soir de juillet 2023, j'ai surpris une conversation. J'étais montée me coucher vers 22 heures, mais j'avais oublié mon livre dans le salon. Je suis redescendue discrètement, pieds nus sur les marches en bois. La porte du salon était entr'ouverte. J'ai entendu la voix d'Evelyne. Sèche, irritée. « Séraphin, je t'ai dit que c'était temporaire. Ça fait déjà 2 mois. Elle commence à s'installer. » « Evelyne, c'est ma mère. Je sais que c'est ta mère. Mais nous avons notre vie, notre intimité. J'ai l'impression de vivre sous surveillance. » « Sous surveillance ? Maman ne dit jamais rien. Elle est discrète. » « Justement, elle est trop discrète. Toujours là, toujours silencieuse. C'est pesant. » Un silence, puis la voix de Séraphin, plus douce. « Elle a perdu papa. Elle est seule. Laisse-lui un peu de temps. » « Du temps ? Combien de temps, Séraphin ? 6 mois ? 1 an ? Toute notre vie ? » Je suis remontée sans faire de bruit. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il m'entende. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je fixais le plafond en me demandant si j'avais fait une erreur, si j'aurais dû rester chez moi, si j'étais vraiment devenue un poids pour eux. Mais le lendemain matin, Evelyne m'a souri comme si de rien n'était. « Bonjour Yvette, bien dormi ?» Et j'ai fait semblant de croire que tout allait bien. Les mois suivants ont été une lente descente. Evelyne ne disait jamais rien de méchant directement. C'était plus subtil que ça, plus insidieux. Elle oubliait de me prévenir quand il sortait dîner en famille. « Oh, pardon Yvette, je pensais que Séraphin vous avait dit. Ce n'était qu'un dîner rapide. » Elle changeait les horaires des repas sans me prévenir. Nous avons décidé de manger plus tôt, avec Léonel. Mais vous pouvez vous servir après, bien sûr. Elle faisait des remarques sur mes vêtements, mes habitudes, ma façon de parler. « Yvette, vous ne trouvez pas que ce cardigan est un peu vieillot? Je vous ai vu un magnifique pull chez Galeries Lafayette, vous devriez y aller. » Ou encore, « Ah, vous mettez encore du sucre dans votre café? Vous savez, à notre âge, il faut faire attention. » À notre âge, elle avait 34 ans. J'en avais 60, mais je gardais le silence. Je souriais. Je faisais comme si tout cela glissait sur moi. Parce que Séraphin, lui, était toujours aussi prévenant. Et Léonel m'aimait. Et puis, j'avais peur. Peur de perdre mon fils, peur de perdre mon petit-fils, peur de me retrouver encore plus seule qu'avant. Alors, je me suis tue. Puis est arrivé novembre 2024, l'anniversaire de Séraphin. Il avait 37 ans. Evelyne avait organisé un dîner chez eux. Juste nous 4. Elle, Séraphin, Léonel et moi. Rien d'extravagant. Un repas élégant dans leur belle salle à manger aux murs ivoires, avec des bougies et de la porcelaine fine. Evelyne avait préparé un rôti d'agneau avec des légumes rôtis. J'avais proposé de faire le dessert, une tarte aux poires, la préférée de Séraphin, mais elle avait décliné poliment. « C'est gentil, Yvette, mais j'ai déjà commandé un gâteau chez La Durée. » J'aurais dû sentir que quelque chose n'allait pas. Le dîner s'est déroulé dans une ambiance étrange, tendue. Evelyne souriait beaucoup, trop. Elle parlait fort, elle riait. Elle touchait constamment l'épaule de Séraphin. Mais ses yeux restaient froids. À un moment, elle a porté la main à son cou et a dit « Oh, j'ai oublié de mettre mon collier. Je reviens. » Elle est montée à l'étage. Elle est redescendue quelques minutes plus tard, sans collier, avec un air contrarié. « Séraphin, tu n'as pas vu mon collier en or? Celui avec le pendentif en forme de clé? Non, mon amour. Tu l'as peut-être laissé dans la salle de bain? Non, je l'ai cherché partout. » Elle m'a regardé. Un regard appuyé. Trop long. « Yvette, vous n'auriez pas vu mon collier par hasard ?» Mon cœur s'est serré. « Non, Evelyne, je ne l'ai pas vu. » Elle a souri. Mais ce n'était pas un sourire chaleureux. « D'accord, ce n'est pas grave. On le retrouvera. » Le reste du dîner s'est passé dans un silence pesant. Léonel mangeait en silence, les yeux baissés. Séraphin essayait de détendre l'atmosphère en racontant une anecdote sur un collègue du cabinet. Mais je sentais que quelque chose se préparait, quelque chose de terrible.
Après le dessert, Evelyne s'est levée brusquement. « Excusez-moi, je monte vérifier encore une fois. Ce collier a beaucoup de valeur pour moi. C'était un cadeau de ma grand-mère. » Elle est montée. Séraphin l'a suivie. Je suis restée à table avec Léonel. Il jouait avec sa cuillère, les yeux fuyants. « Mamie. »« Oui, mon chéri ?» Il a hésité, puis il a murmuré. « Rien, c'est rien. » 10 minutes plus tard, Evelyne est redescendue. Elle était pâle, tremblante. Il a disparu. Mon collier a disparu. Séraphin était derrière elle, visiblement mal à l'aise. « Evelyne, calme-toi, on va le retrouver. »« Non, Séraphin. Il était dans mon coffret à bijoux ce matin. J'en suis certaine. Quelqu'un l'a pris. Elle m'a fixée. Et là, tout s'est effondré. Léonel. » Elle a appelé son fils d'une voix douce, trop douce. « Oui, maman? Tu étais à la maison cet après-midi, n'est-ce pas? »« Oui. Tu as vu quelqu'un entrer dans ma chambre ?» Le petit garçon a regardé sa mère, puis moi, puis encore sa mère. Il avait 7 ans. 7 ans, et je voyais dans ses yeux une confusion, une peur qui me glaçait. « Léonel, réponds à maman. C'est important. » Il a baissé la tête. Puis, d'une voix tremblante, il a dit « J'ai vu mamie Yvette. Mon sang s'est glacé. »« Quoi ?» Evelyne s'est penchée vers lui. « Tu as vu mamie Yvette entrer dans ma chambre ?» Il a hoché la tête. « Et qu'est-ce qu'elle faisait ?»« Elle regardait tes bijoux. » Le monde a basculé. Séraphin s'est tourné vers moi, incrédule. « Maman ? Je ne comprends pas. Léonel, je ne suis pas entrée dans la chambre d'Evelyne. »« Si. » Il avait les larmes aux yeux. « Je t'ai vu. Tu prenais le collier. »« Non !» Ma voix était trop forte, trop désespérée. Evelyne a posé une main protectrice sur l'épaule de Léonel. « Yvette, je ne veux pas faire de scandale. Rendez-moi simplement mon collier. »« Je ne l'ai pas. Léonel ne ment pas. Mais moi non plus. » Séraphin s'est passé une main sur le visage. Il semblait déchiré. « Maman, peut-être que tu l'as pris sans t'en rendre compte. Tu sais, avec l'âge. » Avec l'âge. Ces mots m'ont fait l'effet d'un coup de poignard. « Tu crois que je deviens sénile ? » Non, Séraphin, ton fils ment, ou il se trompe, mais je n'ai pas touché à ce collier. Evelyne a ri, un rire froid, cinglant. Bien sûr, mon fils de 7 ans invente une histoire. Quelle imagination. Elle s'est tournée vers Séraphin. Tu vois, je te l'avais dit. Dis quoi ? Ai-je demandé. Personne n'a répondu. Evelyne est montée à l'étage. Elle est redescendue avec ma veste, mon sac, mes clés. Elle les a posées devant moi sur la table. « Yvette, je pense qu'il vaut mieux que vous partiez. »« Partir ? Oui, maintenant. » Séraphin a voulu intervenir. « Evelyne, attends. » Mais elle l'a coupé d'un regard glacial. « Non, Séraphin, assez. Je ne vais pas vivre sous le même toit qu'une personne qui vole mes affaires et ment devant mon fils. » Elle s'est tournée vers moi. Et là, elle a dit ces mots que je n'oublierai jamais. « Dégage, je ne vais pas nourrir une voleuse !» Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez ? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Il pleuvait. Je me souviens du bruit de la pluie sur le trottoir, de l'odeur de l'asphalte mouillé, du froid qui traversait mon manteau. Je me tenais devant la maison de mon fils, ma valise à la main, sans savoir où aller. Séraphin était resté à l'intérieur. Il n'avait rien dit, rien fait. Il était resté planté dans le salon, le visage défait, pendant qu'Evelyne me poussait vers la porte. « Maman, attends !» avait-il murmuré. Mais Evelyne avait été plus rapide. « Non, Séraphin, elle part, maintenant. » Et la porte s'était refermée. J'étais dehors, seule, sous la pluie, à 61 ans. J'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus le plus proche. Mes chaussures étaient trempées. Ma valise pesait 1 tonne. Je tremblais, pas seulement de froid, mais de choc, de rage, de douleur. Comment avais-je pu en arriver là? Comment mon propre fils avait-il pu laisser cela se produire? Et surtout, pourquoi Léonel avait-il menti? Le bus est arrivé 20 minutes plus tard. J'ai montré mon passe Navigo au chauffeur et je me suis effondrée sur un siège près de la fenêtre. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à tenir mon sac. Autour de moi, des gens rentraient chez eux. Des jeunes qui riaient. Un couple qui s'embrassait. Une femme avec des écouteurs qui fixait son téléphone. Personne ne me regardait. Personne ne voyait que je venais de perdre ma famille en une soirée. J'ai appuyé mon front contre la vitre froide et j'ai fermé les yeux.
Les images défilaient dans ma tête. Le visage de Léonel, ce petit garçon que j'avais bercé quand il était bébé, à qui j'avais appris à faire du vélo dans le parc de Boulogne, qui me disait chaque soir « Je t'aime, mamie ». Comment avait-il pu dire ça? Je t'ai vu, tu prenais le collier. C'était impossible. J'étais restée dans ma chambre tout l'après-midi. J'avais lu, j'avais fait une petite sieste. Je n'étais descendue qu'à 18 heures pour aider à mettre la table. Je n'étais jamais entrée dans la chambre d'Evelyne. Jamais. Mais qui me croirait? Mon fils ne m'avait pas défendu. Il était resté silencieux, comme s'il doutait de moi, comme si, au fond, il pensait que j'étais capable de voler. Cette pensée m'a transpercée. Le bus m'a déposé près de la porte Dauphine. De là, j'ai pris le métro jusqu'au 16e, jusqu'à mon ancien quartier, jusqu'à cet appartement que j'avais quitté 6 mois plus tôt pour emménager chez Séraphin. Mon appartement. Heureusement, je ne l'avais pas vendu. Je l'avais juste loué à un jeune couple d'expatriés britanniques. Il devait rester jusqu'en janvier 2025. Je suis sortie du métro et j'ai marché jusqu'à l'immeuble. Les fenêtres de mon ancien salon étaient éclairées. Je voyais des ombres bouger derrière les rideaux. Des inconnus vivaient dans mon espace. Je suis restée là, plantée sous la pluie, à regarder cette fenêtre, à me demander comment j'avais pu tout perdre si vite. Mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était un message de Séraphin. « Maman, où es-tu » J'ai regardé l'écran un long moment, puis j'ai éteint mon téléphone. J'ai passé cette nuit-là dans un petit hôtel près de la place Victor Hugo. Une chambre minuscule au 4e étage, un lit étroit, un lavabo fissuré. Mais c'était tout ce que je pouvais me permettre sans réfléchir. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai enfin laissé les larmes couler. J'ai pleuré pour Gabriel, pour tout ce que nous avions construit ensemble, pour cette vie que je croyais solide et qui s'était effondrée en quelques années. J'ai pleuré pour Séraphin, pour ce fils que j'avais élevé avec tant d'amour et qui m'avait abandonné au moment où j'avais le plus besoin de lui. J'ai pleuré pour Léonel, pour ce petit garçon innocent qu'on avait manipulé, qu'on avait forcé à mentir, parce qu'il avait menti. J'en étais certaine. Mais pourquoi? Pourquoi Evelyne aurait-elle monté une telle mise en scène? Qu'est-ce que je lui avais fait? Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une migraine terrible. La lumière du jour entrait par la petite fenêtre sans rideau. Dehors, Paris continuait de vivre. Les klaxons, les sirènes, les voix dans la rue. Moi, j'étais comme suspendue dans le vide. Je me suis levée. Je me suis regardée dans le petit miroir au-dessus du lavabo. Mon visage était gonflé, mes yeux rouges, mes cheveux en bataille. Je ressemblais à une femme brisée. Et peut-être que c'était exactement ce que j'étais. J'ai rallumé mon téléphone. 17 appels manqués de Séraphin. 5 messages. « Maman, s'il te plaît, réponds. Je suis inquiet. Dis-moi où tu es. On peut parler ? Maman, je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Evelyne est bouleversée. Elle pense que tu vas porter plainte. » Porteur plainte? Moi? C'était elle qui m'avait accusé de vol. C'était elle qui m'avait jeté dehors comme une moins que rien. Et maintenant, elle avait peur que je porte plainte? J'ai ricané amèrement. Non, je ne porterai pas plainte. Parce que je n'avais aucune preuve, aucun témoin. Juste ma parole contre celle d'une belle fille manipulatrice et d'un petit garçon terrorisé. Je suis restée dans cet hôtel 3 jours. 3 jours à tourner en rond dans cette chambre minuscule. À manger des sandwichs achetés au distributeur automatique dans le hall, à fixer le plafond en me demandant comment reconstruire ma vie. J'ai appelé mon amie Marguerite. Nous nous connaissions depuis l'université. Elle vivait à Lyon maintenant, mais nous restions proches. « Yvette? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ta voix ?» Je lui ai tout raconté. La soirée, l'accusation, le mensonge de Léonel, la pluie, l'hôtel. Marguerite était furieuse. « Cette femme est folle! Tu dois aller voir un avocat, porter plainte pour diffamation. » Marguerite, je n'ai aucune preuve. Tu n'en as pas besoin. Elle t'a humiliée, elle t'a jeté dehors. C'est inacceptable. Et Séraphin, un silence. Séraphin, elle a soupiré. Séraphin est sous son emprise. Mais il finira par ouvrir les yeux. Et si ce n'est pas le cas, alors, il ne mérite pas une mère comme toi. Ces mots m'ont fait du bien. Mais ils ne suffisaient pas à combler le vide. Le 4e jour, j'ai quitté l'hôtel. J'ai trouvé un petit studio meublé à louer dans le 15e arrondissement. Rien de luxueux. Une pièce avec un coin cuisine, une salle de bain minuscule, une fenêtre qui donnait sur une cour intérieure sombre. Mais c'était à moi. J'ai signé le bail pour 3 mois. Le propriétaire,
Un vieil homme aux cheveux blancs m'a regardé avec une certaine tristesse. « Vous êtes seule, madame ?»« Oui, moi aussi, depuis que ma femme est partie. » Il m'a souri doucement. « Mais on s'y fait, vous verrez. » Je n'étais pas sûre de vouloir m'y faire. J'ai passé les semaines suivantes à essayer de reprendre une routine. Je sortais faire des courses, je lisais, je regardais la télévision, j'essayais de m'occuper. Mais la douleur était toujours là, lourde, écrasante. Séraphin continuait de m'appeler. Tous les 2 jours, parfois tous les jours. Je ne répondais jamais. Puis, un soir de fin novembre, j'ai reçu un message différent. « Maman, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Juste une fois, je t'en supplie. » J'ai fixé l'écran un long moment, puis j'ai tapé « Il n'y a rien à expliquer. Tu as choisi ton camp. » Il a répondu immédiatement. « Ce n'est pas vrai. Je ne savais pas quoi faire. Evelyne était tellement bouleversée. Et Léonel a menti. Je ne sais pas, maman. Il avait l'air sincère. Et moi? Tu crois que je mentais? » Un silence. Puis, je ne sais plus quoi penser. Ces mots m'ont achevé. Mon propre fils ne savait plus s'il devait me croire. J'ai éteint mon téléphone et je me suis couché en chien de fusil sur le canapé. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Mais quelque chose était en train de changer en moi. La douleur commençait à se transformer. En colère, en détermination. Je ne pouvais pas rester dans ce studio pour toujours. Je ne pouvais pas accepter d'être traitée comme une voleuse, comme une menteuse, comme une femme sénile qu'on écarte. Je devais me battre. Pas pour Evelyne, pas même pour Séraphin, mais pour moi, pour ma dignité, pour la vérité. Et quelque part, au fond de moi, je savais que la vérité finirait par éclater, parce que les mensonges ne tiennent jamais éternellement. Et Evelyne avait fait une erreur qui allait tout changer, mais je ne le savais pas encore, pas ce soir-là. Ce soir-là, j'étais juste une femme brisée, assise dans un studio sombre, en train de se demander comment elle avait pu perdre sa famille en une seule soirée. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Décembre est arrivé avec son cortège de lumière et de fêtes. Dans les rues du 15e arrondissement, les décorations de Noël s'allumaient chaque soir. Les vitrines des magasins brillaient. Les gens se pressaient avec des sacs pleins de cadeaux. Partout, il y avait cette effervescence joyeuse qui précède les fêtes de fin d'année. Moi, je regardais tout cela de loin, comme une spectatrice d'une vie qui ne m'appartenait plus. Mon studio était devenu ma tanière, mon refuge, mon prison aussi, peut-être. Je sortais peu, juste pour faire quelques courses au petit supermarché du coin, pour acheter du pain à la boulangerie où personne ne me connaissait, pour marcher parfois dans le parc Georges Brassens quand l'envie de respirer devenait trop forte. Mais la plupart du temps, j'étais seule entre ces 4 murs, et je repensais à tout, à chaque détail de cette soirée maudite, aux mots d'Evelyne, au visage de Léonel, au silence de Séraphin. Plus j'y réfléchissais, plus j'étais convaincue qu'il y avait quelque chose qui clochait, quelque chose que je n'arrivais pas à saisir. Un matin de début décembre, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des semaines. J'ai appelé mon fils. Le téléphone a sonné longtemps. J'étais sur le point de raccrocher quand il a décroché. « Maman ?» Sa voix était fatiguée, surprise aussi. « Bonjour, Séraphin. » Un silence. Puis « Tu vas bien ?»« Non, je ne vais pas bien. Mais j'ai besoin de te parler. »« Oui, bien sûr. J'aimerais te voir. On pourrait déjeuner ensemble ?»« Non, pas de déjeuner. Juste parler. » Au téléphone. Je l'ai entendu soupirer. « D'accord. » J'ai pris une grande inspiration. « Séraphin, je veux que tu me dises la vérité. Est-ce que tu crois vraiment que j'ai volé ce collier ?» Un long silence. « Maman, Réponds-moi. Oui ou non ? » Je ne sais pas. Ces mots m'ont fait l'effet d'une gifle. Tu ne sais pas ? Léonel a dit qu'il t'avait vu. Il était très sûr de lui. Et Evelyne ? Evelyne quoi ? Elle était bouleversée. Ce collier appartenait à sa grand-mère. Il a une grande valeur sentimentale pour elle. Et moi ? Est-ce que j'ai de la valeur pour toi ? Bien sûr que oui. Alors pourquoi ne m'as-tu pas défendu ? Un silence encore plus long. Parce que je ne savais pas qui croire. J'ai senti les larmes monter. Je suis ta mère, Séraphin. Je sais. Et tu préfères croire ta femme et ton fils plutôt que moi. Ce n'est pas ça. Alors c'est quoi ? Il a hésité. Maman, tu te souviens du mois d'août ? Quoi, le mois d'août ? Tu as oublié ton sac dans le métro. Tu ne t'en es rendu compte que 2 heures après. Et alors ? Ça arrive à tout le monde. Oui. Mais
Evelyne pense que tu commences à avoir des troubles de mémoire, des petits oublis, des confusions. Mon sang s'est glacé. Elle pense que je deviens sénile. Non. Juste que, avec l'âge, j'ai 61 ans, Séraphin, pas 90. Je sais, mais quoi? Rien? Oubli? Non, je n'oublie pas. Dis-moi ce qu'Evelyne t'a dit sur moi. Il a soupiré. Elle pense que tu devenais envahissante, qu'elle ne pouvait plus respirer dans sa propre maison, que tu la jugeais constamment. Moi? Oui, je n'ai jamais jugé personne. Je me taisais. Je restais dans ma chambre. Je faisais tout pour ne pas déranger. Ah, ce n'est pas ce qu'elle ressent. Ce qu'elle ressent? Et ce que moi je ressens? Ça compte? Séraphin ne répondait plus. J'ai fermé les yeux. Tu sais quoi, Séraphin? Je crois que tu as fait ton choix. Et je ne peux pas te forcer à me croire. Mais sache une chose. Je n'ai pas pris ce collier. Je ne suis pas une voleuse. Et un jour, la vérité éclatera. Maman. Au revoir, Séraphin. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait trop vite. Mais quelque chose s'était cristallisé en moi. Je savais maintenant ce qu'Evelyne avait fait. Elle m'avait lentement discrédité aux yeux de mon fils. Petit à petit, mois après mois, les remarques sur mon âge, sur mes oublis, sur mon comportement. Elle avait construit un récit où je devenais une vieille femme confuse, envahissante, peut-être même dangereuse. Et quand le moment était venu, elle avait juste eu à pousser un peu plus loin, à inventer cette histoire de collier, à manipuler Léonel pour qu'il mente. Et le tour était joué. Les jours suivants ont été parmi les plus sombres de ma vie. Je restais couché des heures entières. Je ne mangeais presque plus. Je ne répondais à personne. Marguerite m'appelait tous les 2 jours. Elle insistait pour que je vienne à Lyon, pour que je prenne l'air, pour que je sorte de ce studio qui devenait mon tombeau. Yvette, tu ne peux pas rester comme ça. Viens passer Noël avec moi. Je ne peux pas, Marguerite. Pourquoi? Parce que si je pars, j'ai l'impression que je renonce, que j'accepte ce qui s'est passé. Tu n'acceptes rien, tu prends juste soin de toi. Plus tard, peut-être, mais je savais que je n'irais pas. Je ne pouvais pas quitter Paris. Pas maintenant. Parce qu'au fond de moi, je sentais que quelque chose allait se passer. Quelque chose qui changerait tout. Le 15 décembre, j'ai reçu un message inattendu. Ce n'était pas de Séraphin, ni de Marguerite. C'était d'une ancienne collègue, Hélène Marchand. Nous avions enseigné ensemble au lycée Janson de Sailly pendant 15 ans. Elle était professeure d'histoire, une femme brillante, discrète, au regard perçant. Nous n'avions pas vraiment gardé contact depuis mon départ à la retraite en 2019. Juste quelques messages de vœux à Noël, rien de plus. Son message disait « Yvette, j'ai appris par une amie commune que tu traversais une période difficile. Si tu as besoin de parler, je suis là. On pourrait prendre un café ?» J'ai fixé l'écran un long moment. Une partie de moi voulait décliner, rester enfermée, ne voir personne. Mais une autre partie, une partie plus forte, savait que j'avais besoin de sortir de cette spirale. J'ai répondu « Oui, volontiers. Demain ?» Nous nous sommes retrouvés le lendemain après-midi dans un petit café près du jardin du Luxembourg. L'endroit était chaleureux, avec ses murs en briques, ses lampes dorées et son odeur de café fraîchement moulu. Hélène était déjà là quand je suis arrivé. Elle m'a souri et s'est levée pour m'embrasser. « Yvette, ça fait si longtemps. » « Oui, trop longtemps. » Nous nous sommes assises. Elle a commandé 2 cafés et m'a regardé attentivement. « Tu as maigri. »« Oui. »« Et tu as l'air fatigué. »« Je le suis. » Elle a posé sa main sur la mienne. « Raconte-moi. » Alors je lui ai tout raconté. La vie chez Séraphin, les tensions avec Evelyne, le dîner d'anniversaire, l'accusation, le mensonge de Léonel, l'expulsion, le studio, la solitude. Hélène m'a écouté sans m'interrompre. Son visage restait neutre, mais je voyais dans ses yeux une colère froide. Quand j'ai fini, elle a bu une gorgée de café. Puis elle a dit « Cette femme est une manipulatrice. »« Je sais. Et ton fils est aveugle ? » ?»« Je sais aussi. Mais tu n'as rien fait. Qu'est-ce que je pouvais faire ?» Elle s'est penchée vers moi. « Yvette, écoute-moi bien. Tu as 2 options. Soit tu acceptes cette situation et tu tournes la page, soit tu te bats. Me battre comment ? En réclamant la vérité, en confrontant cette femme, en exigeant des preuves. Elle a un témoin, Léonel. Léonel est un enfant qu'on a forcé à mentir. Comment peux-tu en être sûre ? Parce que je connais les manipulateurs, Yvette. J'en ai vu des dizaines dans ma carrière.
des parents qui mentent, des élèves qui accusent, des gens qui construisent des récits pour se débarrasser de quelqu'un. Elle a serré ma main. Et dans tous ces cas, la vérité finit toujours par sortir. Toujours. Ces mots m'ont donné un peu d'espoir. Un petit peu. Mais comment? En observant. En attendant. Les menteurs finissent toujours par se trahir. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec quelque chose de différent en moi. Ce n'était pas encore de l'espoir, mais ce n'était plus du désespoir non plus. C'était une étincelle, fragile, mais présente. Hélène avait raison. Je ne pouvais pas rester passive. Je ne pouvais pas accepter d'être traitée ainsi. Je devais attendre, observer, être patiente. La vérité sortirait, un jour ou l'autre. Noël approchait. Dans les rues, les guirlandes brillaient. Les vitrines des magasins débordaient de cadeaux. Les gens souriaient, les enfants riaient. Moi, je préparais mon premier Noël seul depuis la mort de Gabriel. J'ai acheté un petit sapin artificiel dans un magasin discount. Je l'ai installé dans un coin du studio. J'ai mis quelques boules rouges dessus. Ça faisait triste, mais au moins, ça ressemblait à Noël. Le 24 décembre au soir, je me suis fait chauffer une soupe. J'ai mangé devant la télévision. Un vieux film américain que je ne regardais même pas vraiment. Mon téléphone a sonné vers 22 heures. C'était Séraphin. J'ai hésité. Puis j'ai décroché. « Maman ? Oui, je voulais te souhaiter un joyeux Noël. » Ma gorge s'est serrée. « Merci. Tu es où ? » ? « Chez moi. Tu veux venir demain ? Pour le déjeuner de Noël ? » ? « Non. »« Maman, s'il te plaît. »« Non, Séraphin, je ne viendrai pas. Léonel te demande. Il veut te voir. » Mon cœur s'est brisé un peu plus. « Léonel ?» Ma voix tremblait. Léonel a menti. « Maman, il n'avait que 7 ans. Justement, on ne force pas un enfant à mentir. » Un silence. Evelyne dit qu'elle est prête à passer l'éponge. « Si tu t'excuses. » J'ai ri. Un rire amer, brisé. « Si je m'excuse ? » Oui, pour le collier. Je n'ai rien à me faire pardonner. « Maman, joyeux Noël, Séraphin. » J'ai raccroché. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, je n'ai pas pleuré. Parce que la colère était plus forte que la tristesse. Parce que je savais qu'un jour prochain, cette femme paierait pour ce qu'elle m'avait fait. Pas par ma vengeance, mais par la vie elle-même. Parce que la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Janvier 2025 est arrivé dans un froid glacial. Paris était figé sous un ciel gris acier. Les rues brillaient de givre le matin. Les gens marchaient vite, emmitouflés dans leurs manteaux, le souffle visible dans l'air glacé. Moi, je continuais ma vie en apesanteur, comme si j'évoluais dans un monde parallèle où rien n'avait vraiment d'importance. Je m'étais inscrite à la bibliothèque du 15e arrondissement. J'y passais mes après-midi. Je lisais des romans, des biographies, n'importe quoi pour occuper mon esprit, pour ne pas penser à cette famille que j'avais perdue. Mais chaque soir, en rentrant dans mon studio, la solitude me rattrapait. Le silence était assourdissant. Un matin de mi-janvier, alors que je sortais acheter du pain, j'ai croisé une femme dans la rue. Elle avait à peu près mon âge. Des cheveux gris coupés courts, un manteau bordeaux. Elle portait des sacs de course et semblait fatiguée. En passant devant moi, elle a trébuché sur le trottoir inégal. Ses sacs sont tombés. Des oranges ont roulé dans le caniveau. Je me suis précipité pour l'aider. « Attendez, je vais vous aider. »« Oh, merci. Merci beaucoup. » Nous avons ramassé les oranges ensemble. Elle s'est redressée en grimaçant. « Mon genou. Il me joue des tours depuis quelques mois. Vous habitez loin ? » ?»« Non, juste là. » Elle a pointé un immeuble à 2 numéros du mien. « Au 3e étage. Mais les escaliers... Je peux vous aider à monter. » Elle m'a regardé avec reconnaissance. « Vous êtes gentille. » Nous avons monté les 3 étages lentement. Elle s'est arrêtée plusieurs fois pour reprendre son souffle. Quand nous sommes arrivés devant sa porte, elle a fouillé dans son sac pour trouver ses clés. « Vous voulez entrer boire un café ? » C'est la moindre des choses. J'ai hésité, puis j'ai accepté. Son appartement était petit, mais chaleureux. Des photos partout, des livres empilés sur une commode, une odeur de lavande et de vieux bois. Je m'appelle Claire, Claire Rousseau. Yvette, Yvette de Montclarin. Enchantée, Yvette. Elle a préparé du café. Nous nous sommes assises dans son petit salon. Elle m'a raconté qu'elle vivait seule depuis la mort de son mari, il y a 3 ans, qu'elle avait 2 fils, mais qu'ils habitaient loin, l'un à Marseille, l'autre au Canada. « Et vous ?» m'a-t-elle demandé. J'ai hésité. Puis, je ne sais pas pourquoi,
J'ai commencé à parler. Je lui ai raconté, pas tout, mais une partie. Mon veuvage, mon fils, le fait que nous nous étions éloignés. Claire m'a écouté en silence. Puis elle a dit doucement, « Les familles, c'est compliqué, surtout avec les belles filles. Vous aussi ? » Oh oui. Elle a souri tristement. Mon fils aîné s'est marié il y a 10 ans. Sa femme ne m'a jamais vraiment accepté. Elle trouvait toujours quelque chose à redire. Ma façon de parler, mes cadeaux, mes opinions. Au début, j'essayais de me justifier. Puis j'ai compris que ça ne servait à rien. Qu'avez-vous fait ? J'ai pris mes distances, pas par colère, mais par dignité. Je ne voulais pas être celle qui supplie, celle qui s'excuse pour exister. Ces mots ont résonné en moi. Et votre fils ? Il appelle de temps en temps, mais notre relation n'est plus la même. C'est comme ça. Vous ne regrettez pas ? Elle a réfléchi. Si, parfois. Mais je regrette encore plus les années où j'ai essayé de plaire à quelqu'un qui ne voulait pas de moi. Nous avons bu notre café en silence. Quand je suis partie, Claire m'a serré la main chaleureusement. « Revenez quand vous voulez, Yvette. Ma porte est toujours ouverte. » Et pour la première fois depuis des mois, je me suis sentie un peu moins seule. Les semaines ont passé. Je voyais Claire régulièrement. Nous prenions le café ensemble. Nous allions parfois au marché. Nous partagions nos histoires, nos blessures, nos silences aussi. Elle ne jugeait jamais. Elle écoutait. C'était tout ce dont j'avais besoin. Hélène m'appelait aussi régulièrement. Elle me donnait des nouvelles de ses cours, me racontait des anecdotes sur ses élèves, me forçait à sortir de temps en temps pour déjeuner. « Tu ne peux pas rester enfermée éternellement, Yvette. » Je ne suis pas enfermée. Je réfléchis. Tu rumines, tu veux dire. Elle n'avait pas tort, mais quelque chose changeait en moi, lentement, imperceptiblement. Je recommençais à respirer. Puis, début février, quelque chose s'est produit. J'étais dans ma kitchenette en train de préparer du thé quand mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai décroché prudemment. « Allô ? Madame de Montclarin ? » ?»« Oui. Ici le commissariat du 17e arrondissement. Inspecteur Blanchard. » Mon cœur s'est arrêté. « Le commissariat ? » ?»« Oui, madame. Je vous appelle au sujet d'une plainte déposée contre vous. » Le monde a basculé. « Une plainte ? » ?»« Oui, pour vol. Une certaine madame Evelyne Montfort a déposé une plainte le 28 novembre 2024. J'ai dû m'asseoir. « Elle a porté plainte ? » ?»« Oui, madame. Nous avons besoin de vous entendre. Pourriez-vous passer au commissariat demain, vers 14 heures ? » Oui, bien sûr. Très bien, je vous attends. Au revoir, madame. Il a raccroché. Je suis restée là, assise sur ma chaise, le téléphone à la main, incapable de bouger. Evelyne avait porté plainte. Elle était allée jusqu'à porter plainte contre moi, pour un collier que je n'avais jamais pris. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai tourné en rond dans mon studio. J'ai pleuré. J'ai crié. J'ai frappé le mur avec ma main jusqu'à ce qu'elle me fasse mal. Comment pouvait-elle faire ça ? Comment pouvait-elle me détruire à ce point ? Et Séraphin, était-il au courant ? Vers 4 heures du matin, j'ai appelé Hélène. Elle a décroché immédiatement, la voix endormie. « Yvette, qu'est-ce qui se passe ? » Elle a porté plainte. Evelyne a porté plainte contre moi. « Quoi ?» Je lui ai expliqué. L'appel de la police. La convocation. Hélène était furieuse. « Cette femme est folle, complètement folle. Qu'est-ce que je vais faire ? Tu vas y aller. Tu vas leur dire la vérité. Et tu vas demander un avocat. » « Un avocat ? Oui, tu ne peux pas gérer ça seule. Je n'ai pas les moyens. On trouvera. Je connais quelqu'un. Une avocate spécialisée dans les affaires familiales. Je l'appelle demain matin. Hélène. Quoi ? Merci. Le lendemain à 14 heures, je me suis présentée au commissariat du 17e arrondissement. C'était un bâtiment gris, austère, qui sentait le café froid et le papier. Une femme à l'accueil m'a demandé mon nom. Elle a téléphoné à quelqu'un, puis elle m'a dit d'attendre. J'ai attendu 20 minutes dans une salle d'attente mal éclairée. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'on pouvait l'entendre. Enfin, un homme d'une 50aine d'années est apparu. Grand, des cheveux poivre et sel, des yeux fatigués. « Madame de Montclarin ? » ?»« Oui, inspecteur Blanchard. Suivez-moi. » Nous sommes entrés dans un petit bureau encombré de dossiers. Il m'a désigné une chaise. Je me suis assise. Il s'est installé en face de moi. « Madame, vous savez pourquoi vous êtes là ? » ?»« Oui, ma belle-fille a porté plainte contre moi. » »« C'est exact. Elle vous accuse d'avoir dérobé un collier en or d'une valeur de 3 000 €. 3 000 €.
Elle avait même gonflé la valeur. Je n'ai jamais pris ce collier. L'inspecteur a ouvert un dossier. Madame Montfort affirme que le vol a eu lieu le 15 novembre 2024 lors d'un dîner familial. Son fils, Léonel Montfort, âgé de 7 ans, aurait été témoin. Léonel a menti, ou on l'a forcé à mentir. C'est une accusation grave. Je sais, mais c'est la vérité. Il m'a observé longuement. Madame, pourquoi votre belle-fille porterait-elle une fausse accusation contre vous? Parce qu'elle voulait me faire partir de chez elle. Pourquoi ne pas simplement vous le demander? Parce que mon fils ne l'aurait pas accepté. Il fallait qu'elle trouve une raison. Une raison que mon fils ne pourrait pas contester. L'inspecteur a pris des notes. Vous viviez chez eux? Oui, depuis mai 2023. Et les relations étaient tendues? Avec Evelyne, oui. Votre fils le savait? Non. J'essayais de ne pas créer de problème. Mais ce soir-là, il y a eu une dispute. Pas une dispute. Une accusation. Elle m'a jeté dehors. Il pleuvait. J'avais 61 ans, et elle m'a mise à la porte comme une moins que rien. Ma voix tremblait. L'inspecteur a refermé son dossier. Madame, j'ai besoin de vérifier certains éléments. Je vais entendre également votre fils et votre belle-fille. Mais vous devez comprendre que tant que cette plainte est active, vous êtes sous le coup d'une procédure judiciaire. Je comprends. Avez-vous un avocat? Pas encore. Mais j'en cherche un. Bien. Je vous conseille d'en prendre un rapidement. Il s'est levé. L'entretien était terminé. En sortant du commissariat, je tremblais de tout mon corps. Pas de peur, de rage. Le soir même, j'ai rencontré l'avocate qu'Hélène m'avait recommandée. Elle s'appelait Maître Judith Lefebvre. Une femme d'une 40aine d'années, cheveux noirs tirés en chignon strict, regard perçant, voix posée. Nous nous sommes retrouvés dans son cabinet, près de la gare Montparnasse. Un bureau élégant, des bibliothèques remplies de codes juridiques. Je lui ai raconté toute l'histoire. Elle a pris des notes, puis elle a levé les yeux vers moi. Madame de Montclarin, je vais être franche avec vous. Cette affaire est compliquée. Pourquoi? Parce qu'il y a un témoin. Un enfant, certes, mais un témoin quand même. Et vous n'avez aucune preuve de votre innocence. Je n'ai pas à prouver mon innocence. C'est elle qui doit prouver que je suis coupable. En théorie, oui. En pratique, c'est plus complexe. Elle s'est penchée vers moi. Mais il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. Quoi? Le collier. Où est-il? Je ne sais pas. Exactement. Si vous l'aviez volé, où serait-il? Chez vous? Vendu? Caché quelque part? La police devrait fouiller votre domicile? Mais d'après ce que vous me dites, ils ne l'ont pas fait. Non? Donc, soit votre belle-fille n'a pas poussé la plainte jusqu'au bout, soit le collier n'a jamais vraiment disparu. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Vous pensez qu'elle l'a toujours? Je ne pense rien pour l'instant. Mais je vais creuser. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Les semaines qui ont suivi ont été une torture lente. Maître Lefebvre travaillait sur mon dossier. Elle interrogeait, enquêtait, contactait des témoins potentiels, mais chaque fois que je l'appelais pour avoir des nouvelles, la réponse était la même. « Patience, Madame de Montclarin. Ces choses prennent du temps. » Du temps. J'en avais trop, et pas assez à la fois. Le temps s'étirait dans ce studio où je vivais comme une ermite. Les jours se ressemblaient tous. Je me levais, je faisais du café, je lisais, je regardais par la fenêtre, j'attendais. J'attendais quoi, exactement? Un miracle? Une révélation? Un appel de Séraphin me disant qu'il avait compris? Rien de tout cela n'arrivait. Mi-février, Claire m'a invité à déjeuner chez elle. Elle avait préparé un pot-au-feu, une de ces recettes qui réchauffent l'âme autant que le corps. Nous étions assises dans sa petite cuisine, les fenêtres embuées par la vapeur de la cuisson. « Tu as maigri encore, Yvette. Je n'ai pas très faim ces temps-ci. Il faut manger quand même. » Elle m'a servi une généreuse portion. J'ai mangé lentement, sans vraiment goûter. Claire m'observait avec cette tendresse inquiète des femmes qui ont connu la souffrance. « Tu as des nouvelles de l'avocate? Elle dit que ça avance, mais je ne vois rien avancer. Ces procédures sont longues. Je sais, mais chaque jour qui passe, j'ai l'impression de m'enfoncer un peu plus. » Claire a posé sa fourchette. « Yvette, je vais te dire quelque chose que ma mère me répétait quand j'étais petite. »« Quoi ? » ?»« La vérité est comme le liège. Tu peux la pousser sous l'eau tant que tu veux. Elle finit toujours par remonter à la surface. » J'ai souri faiblement. J'aimerais y croire. Crois-y. Parce que c'est vrai. Le lendemain, j'ai reçu un appel de l'inspecteur Blanchard. « Madame de Montclarin ? J'ai du nouveau.
Mon cœur s'est emballé. Oui, j'ai convoqué votre fils et votre belle-fille pour les entendre. Ils viennent demain matin. D'accord. Je souhaitais vous prévenir. Après leurs auditions, je vous recontacterai. Merci. J'ai raccroché, les mains tremblantes. Séraphin allait être entendu. Il allait devoir répondre aux questions de la police. Raconter ce qui s'était passé ce soir-là. Est-ce qu'il dirait la vérité? Est-ce qu'il oserait douter de sa femme? J'ai passé la nuit à imaginer toutes les possibilités, toutes les versions de cette conversation que je ne pourrais pas entendre. Le surlendemain, l'inspecteur m'a rappelé. « Madame de Montclarin, j'ai auditionné votre fils et votre belle-fille. Et leur version correspond à celle du dépôt de plainte. Madame Montfort maintient que le collier a disparu. Votre fils confirme les déclarations de son fils Léonel. Séraphin croit vraiment que j'ai volé ce collier? L'inspecteur a hésité. Votre fils semble tiraillé. Il ne veut pas croire que vous avez fait ça, mais il fait confiance à sa femme. Évidemment. Cependant, il y a un élément intéressant. Lequel? J'ai demandé à Madame Montfort où se trouvait le collier actuellement. Elle a répondu qu'elle ne savait pas, qu'elle supposait que vous l'aviez toujours. C'est absurde. Si j'avais ce collier, vous l'auriez trouvé chez moi. C'est exactement ce que j'ai pensé. Un silence. Madame de Montclarin, je vais être honnête avec vous. Cette affaire ne tient pas vraiment. Il n'y a pas de collier, pas de preuve matérielle, juste le témoignage d'un enfant. Alors vous abandonnez la plainte? Je ne peux pas. C'est le procureur qui décide. Mais je vais recommander un non-lieu. Combien de temps ça va prendre? Quelques semaines, peut-être un mois. Un mois de plus à vivre avec cette accusation au-dessus de ma tête. Un mois de plus à être considérée comme une voleuse. Mars est arrivé avec les premiers signes du printemps. Les arbres bourgeonnaient, les jours rallongeaient. Paris se réveillait doucement de son sommeil hivernal. Mais moi, je restais coincé dans cet hiver intérieur. Maître Lefebvre m'a appelé un matin de la mi-mars. « Madame de Montclarin, j'ai une bonne nouvelle. » Le procureur a classé l'affaire sans suite. J'ai fermé les yeux. « Vraiment? » « Oui. Absence de preuves. L'inspecteur Blanchard a fait un rapport favorable. Vous êtes libre. » Libre. Le mot aurait dû me soulager, me remplir de joie. Mais je ne ressentais rien, parce que je savais qu'aux yeux de ma famille, je resterais toujours suspecte. Merci, maître, pour tout. Ce n'est pas fini, Madame de Montclarin. Comment ça? Nous pourrions porter plainte contre votre belle-fille, pour dénonciation calomnieuse. J'ai réfléchi. Non. Vous êtes sûr? Oui. Je ne veux pas de guerre. Je veux juste la vérité. La vérité viendra. J'en suis certaine. Le soir même, j'ai reçu un message de Séraphin. « Maman, j'ai appris que la plainte a été classée. Je suis soulagée. On peut se voir ?» J'ai fixé l'écran un long moment. Puis j'ai répondu. « Pour te dire quoi, Séraphin? Que tu m'as cru? Que tu t'excuses? Maman, s'il te plaît. » « Non, pas maintenant. »« Quand alors? Quand tu sauras la vérité. » « Quelle vérité? Celle que tu refuses de voir. » Je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai éteint mon téléphone. Les jours ont continué de défiler. Je voyais Claire régulièrement. Elle était devenue ma bouée de sauvetage. Mon ancrage dans ce monde qui semblait s'être effondré. Un après-midi de fin mars, nous étions assises sur un banc au parc Georges Brassens. Le soleil brillait timidement. Des enfants jouaient près de la fontaine. La vie suivait son cours. « Tu sais ce qui me fait le plus mal ?» ai-je dit soudainement. « Non. Dis-moi. Ce n'est pas qu'elle m'ait accusée. Ce n'est même pas qu'elle ait porté plainte. C'est qu'elle ait utilisé Léonel, mon petit-fils, un enfant de 7 ans. » Claire a hoché la tête. C'est le pire, en effet. Comment peut-on faire ça à son propre enfant? Le forcer à mentir? Le transformer en complice? Parce que pour certaines personnes, la fin justifie les moyens. Et quel était son but? Me faire partir? Elle a réussi? Alors pourquoi aller jusqu'à la plainte? Claire m'a regardé intensément. Peut-être parce qu'elle avait peur. Peur de quoi? Peur que tu parles? Peur que tu dises la vérité à ton fils? Peur que tu révèles ce qu'elle est vraiment? J'ai réfléchi à ces mots. Tu penses qu'elle a voulu me discréditer complètement? Oui. Si tu passes pour une voleuse, pour une menteuse, pour une vieille femme confuse, qui croira ce que tu dis? C'était d'une logique implacable et terrifiante. Avril est arrivé dans une explosion de couleurs. Les cerisiers du parc étaient en fleurs. Les terrasses des cafés se remplissaient. Paris redevenait cette ville lumineuse et vibrante que j'avais toujours aimée. Mais je la regardais de loin, comme une invitée non désirée à une fête qui ne m'était plus destinée. Un matin,
Alors que je faisais mes courses au marché, j'ai aperçu une silhouette familière, Evelyne. Elle était à une dizaine de mètres, devant l'étal des fleuristes. Elle portait un tailleur beige impeccable, des lunettes de soleil, un sac de luxe au bras. Mon cœur s'est arrêté. Je me suis figée, elle ne m'avait pas vue. Elle parlait au téléphone, souriante, insouciante. J'ai eu envie de m'approcher, de lui crier dessus, de lui demander pourquoi elle m'avait fait ça. Mais je suis restée plantée là, incapable de bouger. Puis, comme si elle avait senti ma présence, elle s'est retournée. Nos regards se sont croisés, son sourire s'est figé. Pendant une seule seconde, j'ai vu passer quelque chose dans ses yeux. De la gêne, de la peur, du mépris, je n'ai pas su. Elle a détourné le regard et s'est éloignée rapidement, le téléphone toujours collé à l'oreille. Je suis restée là, tremblante, avec mes sacs de courses qui pesaient 1 tonne. Ce soir-là, j'ai appelé Hélène. Je l'ai vue aujourd'hui. Qui? Evelyne, au marché. Et elle m'a regardée comme si j'étais transparente, comme si je n'existais pas. C'est sa façon de gérer la culpabilité. La culpabilité? Tu crois qu'elle ressent de la culpabilité? Peut-être, au fond d'elle, ou peut-être pas. Mais toi, Yvette, qu'est-ce que tu ressens? J'ai réfléchi. De la colère, de la tristesse, mais surtout de l'incompréhension. Je ne comprends toujours pas pourquoi. Parce qu'elle est toxique, parce qu'elle voulait avoir ton fils pour elle seule, parce que tu représentais un obstacle. J'aurais pu partir sans tout ce cirque, mais elle voulait que tu partes humiliée, détruite, pour que tu ne puisses jamais revenir. Ces mots m'ont glacée, parce qu'ils étaient vrais. May est arrivée avec sa douceur et ses promesses. Mon bail dans le studio touchait à sa fin. Je devais décider si je restais ou si je cherchais autre chose. J'ai décidé de rester, pour l'instant, parce que je n'avais nulle part où aller, et parce qu'au fond de moi, je sentais que quelque chose allait se passer, quelque chose d'important, quelque chose qui changerait tout. Je ne savais pas quoi, ni quand, mais je le sentais, comme on sent l'orage avant qu'il n'éclate, comme on sent que le silence qui précède une révélation n'est jamais vraiment du silence. C'est une attente, une promesse, un début. Un soir de fin mai, alors que je rentrais de chez Claire, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai décroché. Allô? Madame de Montclarin? Une voix que je ne connaissais pas. Une voix de femme. Jeune. Hésitante. Oui, c'est moi. Je m'appelle Camille. Camille Dufresne. Je suis la sœur d'Evelyne. Mon cœur s'est arrêté. La sœur d'Evelyne. Oui, il faut qu'on parle. Parler de quoi? Du collier. Le monde a basculé. Vous savez quelque chose? Oui. Sa voix tremblait. Je sais où il est. Je sais où il est. Ces mots résonnaient dans ma tête comme un écho interminable. J'étais figée au milieu du trottoir, le téléphone collé à l'oreille, incapable de parler. Madame de Montclarin? Vous êtes toujours là? Oui. Oui, je suis là. Il faut qu'on se voie, mais pas au téléphone. Et surtout, pas chez vous. Pourquoi? Parce qu'Evelyne ne doit pas savoir que je vous ai contacté. Sa voix tremblait. Elle avait peur. D'accord. Où voulez-vous qu'on se retrouve? Il y a un café près de la gare Saint-Lazare, le café des voyageurs. Vous connaissez? Je trouverai. Demain, 16h, je porterai un foulard bleu. D'accord. Madame de Montclarin. Oui? Ce que ma sœur vous a fait, je suis désolée. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis restée là, au milieu du trottoir, les jambes tremblantes, le cœur battant à tout rompre. La sœur d'Evelyne. Elle savait où était le collier. Cela voulait dire qu'Evelyne avait menti. Cela voulait dire que j'avais raison depuis le début. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi une seule seconde. J'ai tourné en rond dans mon studio. Je me suis assise, relevée, assise encore. J'ai fait du thé que je n'ai pas bu. J'ai regardé par la fenêtre les lumières de Paris qui clignotaient dans la nuit. 1000 questions se bousculaient en ma tête. Pourquoi Camille m'appelait-elle maintenant? Qu'est-ce qu'elle savait exactement? Est-ce qu'Evelyne lui avait avoué la vérité? Ou est-ce qu'elle avait découvert quelque chose par elle-même? Et surtout, pouvais-je lui faire confiance? C'était la sœur d'Evelyne. Elle partageait le même sang, la même histoire familiale. Pourquoi me trahirait-elle? À moins qu'elle ne supporte plus le poids du mensonge. Le lendemain, j'ai passé la matinée à me préparer. Je me suis douchée longuement. J'ai choisi mes vêtements avec soin, un pantalon noir, un chemisier blanc, mon manteau gris, simple, digne.
Je voulais avoir l'air de quelqu'un de solide, pas d'une victime brisée. À 15 heures, j'ai quitté mon studio et j'ai pris le métro jusqu'à Saint-Lazare. Le Café des Voyageurs était un établissement typiquement parisien. Banquette en velours rouge, comptoir en zinc, miroir encadré de dorures. Une odeur de café et de cigarettes qui s'échappait par la porte ouverte. Je suis entrée. Il était 15h55. J'ai balayé la salle du regard. Quelques clients éparpillés. Des habitués au comptoir. Un couple près de la fenêtre. Et là, dans un coin au fond, j'ai vu une jeune femme avec un foulard bleu. Elle était seule. Elle fixait la table devant elle, les mains serrées autour d'une tasse de café. Je me suis approchée lentement. « Camille ?» Elle a levé les yeux vers moi. Elle avait une trentaine d'années. Des cheveux châtains coupés au carré. Des yeux noisettes fatigués. Elle ressemblait vaguement à Evelyne, mais en plus doux, en moins agressif. « Madame de Montclarin. Appelez-moi Yvette. »« D'accord. Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Je me suis assise en face d'elle. Un serveur est venu prendre ma commande. J'ai demandé un thé. Nous sommes restées silencieuses un moment. Camille regardait ses mains. Elle avait l'air d'une personne qui portait un fardeau trop lourd. Finalement, elle a levé les yeux vers moi. Je ne sais pas par où commencer. Par le début. Elle a pris une grande inspiration. Evelyne et moi, nous n'avons jamais été très proches. Elle a 3 ans de plus que moi. Toute notre enfance, elle a été la préférée de nos parents. La brillante, la belle, celle qui réussissait tout. Elle a souri tristement. Moi, j'étais juste l'autre fille, celle qu'on oublie. Je suis désolée. Ce n'est pas votre faute. Elle a bu une gorgée de café. Quand Evelyne a épousé votre fils, j'étais contente pour elle. Séraphin avait l'air d'un homme bien. Il semblait heureux. Il l'était, au début. Oui. Mais ensuite, elle a hésité. Ensuite, vous êtes venu vivre chez eux. En mai 2023. Exactement. Et Evelyne a changé. Comment ça? Elle m'appelait tout le temps pour se plaindre. Que vous étiez toujours là. Que vous la surveilliez. Que vous la jugiez. Je ne faisais rien de tout ça. Je sais. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Je sais parce que je vous ai vu. Vous m'avez vu? Oui. Un dimanche d'octobre 2023, j'étais chez eux pour déjeuner. Vous étiez là aussi. Vous étiez discrète, polie. Vous avez aidé à mettre la table. Vous avez joué avec Léonel. Et Evelyne. Evelyne vous a traité comme si vous étiez invisible. Mon cœur s'est serré. Et ensuite? Ensuite, elle m'a dit qu'elle voulait que vous partiez, qu'elle n'en pouvait plus, mais que Séraphin refusait, qu'il disait que vous aviez besoin d'eux. C'est vrai, il me l'a dit. Alors, elle a commencé à chercher un moyen, un silence, un moyen de me faire partir. Oui, le serveur est revenu avec mon thé. Je l'ai remercié machinalement. Mes mains tremblaient en prenant la tasse. Continuez. Camille a pris une autre inspiration, plus profonde cette fois. En novembre 2024, Evelyne m'a appelée. C'était quelques jours avant l'anniversaire de Séraphin. Elle était excitée, presque fébrile. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé la solution. Quelle solution? Elle ne me l'a pas dit tout de suite. Elle a juste dit « Bientôt, je serai enfin débarrassée d'elle ». Mon sang s'est glacé. Et le soir de l'anniversaire, Camille a baissé les yeux. Le lendemain, elle m'a appelée. Elle était triomphante. Elle m'a raconté ce qui s'était passé. Le collier disparu. Léonel qui vous avait vu. Vous qu'elle avait mise dehors. Elle vous l'a raconté comme une victoire. Oui, je sentais les larmes monter, mais je les ai retenues. Et le collier? Camille a levé les yeux vers moi. Il y avait de la douleur dans son regard, et de la honte aussi. Le collier n'a jamais disparu. Le monde s'est arrêté. Quoi? Evelyne l'a caché elle-même, dans son propre sac à main. Comment le savez-vous? Parce qu'elle me l'a dit, au téléphone. Elle riait. Elle disait que c'était génial, que personne ne se douterait de rien, que Séraphin la croyait, que vous étiez partis. Les larmes coulaient maintenant. Je ne pouvais plus les retenir. Et Léonel? Camille a fermé les yeux. Elle l'a manipulé. Elle lui a fait répéter ce qu'il devait dire, encore et encore, jusqu'à ce qu'il y croie lui-même. Mon Dieu, je suis désolée, je suis tellement désolée. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit avant? Parce que j'avais peur, parce que c'est ma sœur, parce que... Elle s'est mise à pleurer, parce que je suis lâche. J'ai tendu ma main vers elle, je l'ai posée sur la sienne. Vous êtes là maintenant, c'est ce qui compte. Nous sommes restées assises là un long moment, 2 femmes brisées par la même personne. Finalement, j'ai demandé « Pourquoi maintenant? Pourquoi me contactez-vous maintenant ?»
Camille s'est essuyé les yeux avec une serviette en papier. Parce que je ne peux plus vivre avec ça. Parce que chaque fois que je vois Evelyne, je pense à ce qu'elle vous a fait. Parce que elle a hésité. Parce qu'elle l'a encore fait. Quoi? Il y a 2 semaines, j'étais chez elle. Léonel était là. Il était dans sa chambre. Il pleurait. Ah, pourquoi? Parce qu'Evelyne venait de le gronder, violemment, pour une broutille, un verre d'eau renversé. Et je suis montée le voir. Il m'a dit qu'il était triste, que sa mamie lui manquait, que sa maman lui avait dit de ne plus jamais parler de vous. Mon cœur s'est brisé un peu plus. Et puis il m'a dit autre chose. Quoi? Il m'a dit « Tata Camille, pourquoi maman m'a fait mentir sur mamie Yvette ?» Un silence. Il sait. Oui, quelque part, au fond de lui, il sait. Et ça le détruit. Les larmes coulaient de nouveau sur mes joues. Il faut que Séraphin sache. Je sais, c'est pour ça que je suis là. Vous accepteriez de témoigner? Elle a hoché la tête. Oui, je vais lui parler. Et s'il ne me croit pas, elle a sorti son téléphone de son sac. J'ai gardé les messages. Quels messages? Ceux qu'Evelyne m'a envoyés après cette soirée. Où elle me raconte tout. Où elle se vante. Elle a fait défiler son téléphone. Puis elle me l'a tendu. J'ai lu. Camille, tu ne devineras jamais. J'ai enfin réussi à la faire partir. Comment? Le coup du collier. Léonel a été parfait. Il a dit exactement ce que je lui avais appris. Et elle est partie? Oui, sous la pluie en plus. Tu aurais vu sa tête. C'était magnifique. Et Séraphin? Il est sous le choc. Mais il me croit. C'est ça le plus important. J'ai fermé les yeux. La douleur était insoutenable. Mais j'avais enfin la preuve. La preuve que j'avais raison depuis le début. La preuve qu'Evelyne était une manipulatrice. Une menteuse. Une femme toxique qui avait détruit ma vie sans le moindre remords. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ai-je demandé. Camille a rangé son téléphone. Je vais parler à Séraphin, cette semaine. Je vais lui montrer les messages. Je vais lui dire tout ce que je sais. Et s'il ne vous croit pas, il me croira. Parce qu'il commence déjà à douter. Comment le savez-vous? Parce que la semaine dernière, il m'a appelé. Il m'a posé des questions sur Evelyne, sur son comportement, sur sa relation avec vous. Vraiment? Oui. Il sent que quelque chose ne va pas. Il a juste besoin d'un déclic. Et ce déclic, ce sera vous. Oui. Nous nous sommes levés. Camille a payé les cafés. Nous sommes sortis du café ensemble. Sur le trottoir, elle s'est tournée vers moi. Madame de Montclarin, Yvette, je sais que ça ne répare rien, mais je vais faire ce qui est juste. Merci. Non, c'est moi qui vous remercie, pour ne pas m'avoir jugé, pour m'avoir écouté. Je l'ai serré dans mes bras. 2 femmes qui ne se connaissaient pas. 2 femmes blessées par la même personne. 2 femmes qui choisissaient enfin de se battre. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai appelé Maître Lefebvre. Je lui ai raconté tout. La rencontre, les messages, le témoignage de Camille. Elle était stupéfaite. Madame de Montclarin, c'est exactement ce dont nous avions besoin. Qu'est-ce qu'on fait? On attend que Camille parle à votre fils, et ensuite on agit. On porte plainte, si vous le souhaitez, pour dénonciation calomnieuse, manipulation d'enfants, préjudice moral. Je ne sais pas si je veux aller jusque-là. Réfléchissez, vous avez le temps. D'accord. Mais Yvette, oui, préparez-vous, parce que quand la vérité va éclater, ça va faire très mal, à tout le monde. Je le savais, mais j'étais prête, parce que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, était toujours préférable au mensonge. Toujours. Les jours qui ont suivi ma rencontre avec Camille ont été les plus longs de ma vie. J'attendais. Chaque sonnerie de téléphone me faisait sursauter. Chaque message me donnait des palpitations. J'espérais des nouvelles, un signe, n'importe quoi. Mais rien ne venait. Camille m'avait dit qu'elle parlerait à Séraphin cette semaine-là. Nous étions déjà jeudi. 4 jours s'étaient écoulés depuis notre rencontre au Café des Voyageurs. Le silence était insoutenable. Claire l'avait remarqué. « Tu es ailleurs, Yvette. » Nous étions dans sa cuisine. Elle préparait du thé. Moi, je fixais la fenêtre sans vraiment voir. Je suis désolée. Ne sois pas désolée. Dis-moi ce qui se passe. J'ai hésité. Puis je lui ai tout raconté. Camille, les messages, la promesse de parler à Séraphin. Claire s'est assise en face de moi. Et tu attends? Oui, c'est normal d'être anxieuse. Je ne suis pas anxieuse. Je suis terrifiée. Pourquoi? Tu devrais être soulagée. Tu as enfin la preuve. Justement, c'est ça qui me fait peur. Quoi? Que Séraphin refuse de voir.
Qu'il choisisse encore une fois de croire Evelyne plutôt que la vérité. Claire a posé sa main sur la mienne. S'il fait ça, alors il ne mérite pas ton pardon. C'est mon fils, Claire. Je sais. Mais même les fils peuvent être aveugles. Le vendredi soir, j'ai enfin reçu un message. C'était Camille. Je lui ai parlé, ce matin. Je lui ai tout dit. Je lui ai montré les messages. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. J'ai tapé « et ». Les 3 petits points indiquant qu'elle écrivait sont apparus. Puis ont disparu. Puis sont réapparus. Enfin, son message est arrivé. Il est sous le choc. Il ne sait plus quoi penser. Il veut parler à Evelyne. Ce soir. Il vous croit? Je pense que oui. Mais il a besoin de l'entendre d'elle. D'accord. Tenez-moi au courant. S'il vous plaît. Je vous le promets. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'imaginais la scène. Séraphin rentrant chez lui. Evelyne l'accueillant avec son sourire parfait. Et puis, la confrontation. Qu'est-ce qu'elle allait dire? Qu'elle allait nier? Qu'elle allait retourner la situation? Qu'elle allait pleurer et jouer la victime? J'ai passé la nuit à tourner en rond, à regarder mon téléphone, à attendre, rien. Le lendemain matin, samedi, j'ai reçu un appel. Pas de Camille, de Séraphin. Mon cœur a failli s'arrêter. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Maman. Sa voix était brisée. Séraphin. Un long silence. Je l'entendais respirer. Fort, irrégulier. Il s'est arrêté. Je suis désolée. Les larmes ont jailli instantanément. Séraphin. Je suis tellement désolée, maman. Pour tout. Pour avoir douté de toi. Pour t'avoir laissé partir. Pour avoir cru qu'elle disait la vérité. Tu as parlé à Camille? Oui, hier matin. Elle m'a tout raconté. Elle m'a montré les messages. Et j'ai confronté Evelyne hier soir. Mon cœur battait si fort. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il a pris une grande inspiration. D'abord, elle a nié. Elle a dit que Camille mentait, que Camille était jalouse d'elle depuis toujours, que c'était une manipulation. Mais je n'ai pas lâché. Je lui ai demandé de me montrer le collier. Et alors, elle a dit qu'elle ne savait pas où il était, qu'elle pensait que tu l'avais toujours. Alors, je lui ai dit, si Yvette l'avait volé, la police l'aurait trouvé chez elle. Ils ont classé l'affaire parce qu'il n'y avait aucune preuve. Alors, où est ce collier, Evelyne? Un silence. Elle a craqué. Mon souffle s'est coupé. Elle a craqué? Oui. Elle s'est mise à pleurer, à dire qu'elle était désolée, qu'elle ne savait pas ce qui lui avait pris, qu'elle se sentait envahie, qu'elle avait juste voulu... Qu'elle avait juste voulu quoi? Qu'elle avait juste voulu retrouver notre vie, notre intimité, sans toi. Ces mots m'ont transpercé. Et le collier? Où est-il? Dans son sac Hermès marron, celui qu'elle utilise pour le travail. Il était là depuis le début. J'ai fermé les yeux. Les larmes coulaient librement maintenant. Et Léonelle? La voix de Séraphin s'est brisée complètement. Elle lui a fait répéter, encore et encore. Elle lui a dit que c'était un jeu, que mamie allait trouver ça drôle, qu'il ne fallait surtout pas dire la vérité. Mon Dieu! Maman, je ne sais pas comment te demander pardon. Séraphin, j'aurais dû te défendre. J'aurais dû te croire. Tu es ma mère, et je t'ai abandonnée. Il pleurait maintenant. Je l'entendais sangloter au téléphone. Séraphin, écoute-moi. Oui, tu as été manipulée. Comme Léonelle, comme moi. Evelyne est... J'ai cherché mes mots. Evelyne est quelqu'un qui sait comment obtenir ce qu'elle veut. Je ne peux pas rester avec elle. Je sais. Je ne peux plus la regarder en face. Je comprends. Un silence. Est-ce que je pourrais te voir? Mon cœur s'est serré. Quand? Maintenant. Si tu veux. S'il te plaît. 1 heure plus tard, Séraphin était devant la porte de mon studio. Je l'ai à peine reconnu. Il avait maigri, des cernes sombres sous les yeux, les traits tirés. Il portait un jean et un pull informe. Ses cheveux étaient en désordre. Il ressemblait à un homme brisé. Quand il m'a vu, il s'est effondré. Maman, je l'ai pris dans mes bras. Mon grand garçon de 37 ans. Mon fils. Mon enfant. Il a pleuré contre mon épaule. Longtemps. Comme il n'avait pas pleuré depuis la mort de son père. Nous sommes entrés dans le studio. Il s'est assis sur le canapé. Je lui ai préparé du café. Nous sommes restés silencieux un moment. Puis il a commencé à parler. Je ne comprenais pas. Pendant des mois, je ne comprenais pas pourquoi tu étais devenue si distante. Pourquoi tu ne souriais plus. Pourquoi tu te refermais. Tu ne voyais pas ce qu'elle faisait. Non, parce qu'elle était subtile.
Elle ne disait jamais rien de méchant devant moi, mais dès que j'avais le dos tourné, elle me rabaissait. Oui, Séraphin, pourquoi tu ne m'as pas cru, ce soir-là? Il a baissé les yeux. Parce qu'elle pleurait, parce qu'elle avait l'air tellement convaincue, et parce que Léonel, sa voix s'est brisée. Léonel avait l'air si sûr de lui. Il avait 7 ans. Je sais. On ne force pas un enfant à mentir. Je sais. Il s'est pris la tête entre les mains. J'aurais dû voir. J'aurais dû comprendre. Tu ne pouvais pas savoir. Si, j'aurais dû. Tu es ma mère. Je te connais. Je sais que tu es incapable de voler. Il a levé les yeux vers moi. Peux-tu me pardonner? J'ai réfléchi. Longuement. Puis j'ai dit, je ne sais pas, Séraphin. Il a tressailli. Je comprends. Non. Écoute-moi. Je me suis assise à côté de lui. Je t'aime. Tu es mon fils. Rien ne changera jamais ça. Mais ce que tu m'as fait, ce que vous m'avez fait, ça m'a détruite. Je sais. J'ai passé des mois à douter de moi, à me demander si j'étais vraiment en train de devenir sénile, si j'avais vraiment pris ce collier sans m'en souvenir. Maman, laisse-moi finir. Ma voix tremblait. J'ai perdu ma dignité, ma famille, mon petit-fils. Et pendant tout ce temps, vous viviez votre vie comme si de rien n'était. Ce n'est pas vrai. Je pensais à toi, chaque jour, mais tu ne m'as pas défendu. Tu ne m'as pas cherché. Tu ne m'as pas cru. Il a pleuré de nouveau. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. J'ai posé ma main sur la sienne. Un jour, peut-être, je pourrais te pardonner complètement, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai juste besoin de temps. Je comprends. Et j'ai besoin de savoir une chose. Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Avec Evelyne? Il a redressé les épaules. Pour la première fois depuis son arrivée, j'ai vu une lueur de détermination dans ses yeux. Je lui ai dit qu'elle devait partir. De la maison? Oui. Ou alors c'est moi qui pars avec Léonel. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a supplié. Elle a pleuré. Elle a dit qu'elle ferait tout pour se racheter. Qu'elle irait voir un psychologue. Qu'elle changerait. Et toi? Je ne la crois plus. C'est la mère de Léonel. Je sais, mais je ne peux pas rester avec quelqu'un capable de faire ça. À toi. À notre fils. À nous tous. J'ai hoché la tête. Qu'est-ce qu'elle a décidé? Elle veut qu'on essaie une thérapie de couple. Et toi? Il a secoué la tête. Non, c'est fini. Je vais voir un avocat la semaine prochaine. Pour un divorce? Oui. J'ai fermé les yeux. Je ne ressentais pas de joie, juste une immense tristesse. Et Léonel? Je vais me battre pour avoir sa garde. Il ne peut pas rester avec elle. Pas après ce qu'elle lui a fait. Il va souffrir. Moins que s'il reste dans un environnement toxique. Il avait raison. Séraphin est resté encore 1 heure. Nous avons parlé. De tout. De rien. De Gabriel. Des souvenirs d'avant. De cette famille que nous avions été et que nous ne serions plus jamais. Quand il est parti, il m'a serré fort dans ses bras. Je vais arranger les choses, maman. Je te le promets. Séraphin. Quoi? Il y a une chose qu'Evelyne doit faire. Quoi? Elle doit me présenter ses excuses. En face. Devant Léonel. Il a hoché la tête. Je vais lui dire. Si elle refuse, alors je porte plainte. Pour dénonciation calomnieuse. Tu en as le droit. Je n'ai pas envie de guerre. Mais j'ai besoin qu'elle reconnaisse ce qu'elle a fait. Je comprends. 3 jours plus tard, mardi matin, j'ai reçu un message de Séraphin. Evelyne accepte de te voir. Demain, chez nous, à 16 heures. Léonel sera là. Mon cœur s'est serré. D'accord. Maman, je serai là aussi. Merci. Le mercredi après-midi, je me suis préparée comme pour une bataille. J'ai choisi mes vêtements avec soin. Mon tailleur gris, mon chemisier blanc, mes chaussures noires. J'ai relevé mes cheveux en chignon. Je voulais avoir l'air digne, forte. À 15h30, j'ai quitté mon studio. J'ai pris le métro jusqu'à Boulogne-Billancourt, la maison de mon fils. Cette maison d'où on m'avait chassé 6 mois plus tôt. J'allais y retourner. Pas pour supplier, pas pour implorer, mais pour recevoir ce qui m'était dû, des excuses et la vérité. À 16 heures précises, j'ai sonné à la porte de la maison de Séraphin. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang cogner dans mes tempes. La porte s'est ouverte. C'était Séraphin. Il m'a regardé avec un mélange de tristesse et de soulagement. « Maman, entre. » J'ai franchi le seuil. Cette maison que je connaissais si bien. Ce couloir que j'avais emprunté des centaines de fois. Mais aujourd'hui, tout semblait différent. Evelyne était dans le salon, assise sur le canapé, les mains croisées sur ses genoux.
Elle était pâle. Ses cheveux attachés en queue de cheval, sans maquillage. Elle avait l'air diminué. Léonel était assis à côté d'elle, mon petit-fils. Il me regardait avec des yeux immenses, effrayés. « Bonjour, Léonel. » Il n'a rien dit. Il s'est serré contre Evelyne. Séraphin m'a désigné le fauteuil en face d'eux. Je me suis assise, le dos droit, les mains posées sur mes genoux. Un silence pesant s'est installé. Puis Evelyne a parlé, d'une voix tremblante. « Yvette, je... » Elle s'est arrêtée. Les larmes coulèrent déjà sur ses joues. « Je suis désolée. J'ai attendu. Je ne voulais pas lui faciliter la tâche. Je suis désolée pour tout. Pour le collier, pour les accusations, pour vous avoir mise dehors, pour avoir manipulé Léonel. » Elle sanglotait maintenant. Séraphin était debout près de la fenêtre. Il regardait ailleurs. « Pourquoi ?» ai-je demandé. Elle a levé les yeux vers moi. « Parce que je me sentais étouffée. Parce que j'avais l'impression de ne plus avoir ma place dans ma propre maison. Parce que quoi? Parce que Séraphin vous aimait plus que moi. » Le silence est retombé. C'est son fils, Evelyne. Je sais, mais j'avais besoin d'être la priorité. Et vous étiez toujours là. Alors tu as détruit ma vie? Je ne voulais pas. Si, tu voulais. Tu as tout planifié. Le collier, le mensonge, la manipulation de Léonel, la plainte. Elle a baissé la tête. Oui, j'ai regardé Léonel. Il pleurait silencieusement. Léonel. Il a levé ses yeux verts vers moi. « Viens ici, mon chéri. » Il a hésité. Puis il s'est levé et s'est approché lentement. Je l'ai pris dans mes bras. « Ce n'est pas ta faute. Tu comprends? Rien de tout ça n'est ta faute. Pardon, mamie. » Il sanglotait. « Maman m'a dit de mentir. Mais je ne voulais pas. Je sais, mon cœur. Je sais. » Je l'ai serré fort contre moi. Ce petit garçon qui avait porté un secret trop lourd pour lui. Evelyne pleurait aussi. Mais ses larmes ne m'atteignaient plus. Séraphin s'est avancé. Evelyne va partir. Elle retourne chez sa mère, le temps que nous organisions les choses. Et Léonel? Il reste avec moi. Evelyne a voulu protester, mais Séraphin l'a coupé d'un regard glacial. « Tu as perdu ce droit quand tu as utilisé notre fils pour détruire ma mère. » Elle s'est effondrée, mais personne n'a bougé. Je suis restée encore 1 heure, avec Léonel, avec Séraphin. Nous avons parlé de tout ce qui s'était passé, des mensonges, de la douleur, et aussi, timidement, de l'avenir. « Tu peux revenir vivre ici, maman » a dit Séraphin. « Non. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de mon espace, de ma liberté. Mais je viendrai souvent, si tu veux. Bien sûr que je veux. » Léonel s'est blotti contre moi. « Tu ne vas plus disparaître, mamie? » « Non, mon chéri. Plus jamais. » En partant ce soir-là, j'ai croisé Evelyne dans le couloir. Elle préparait sa valise. Nos regards se sont croisés. Je n'ai ressenti ni haine, ni colère. Juste une immense pitié. Pour cette femme qui avait tout sacrifié par jalousie, qui avait détruit sa famille, qui allait vivre avec le poids de ses mensonges pour toujours. Elle m'avait traité de folle, ai-je pensé. Des années plus tard, non, des mois à peine, j'ai retrouvé ce même regard vide, pas dans un couloir d'hôpital, mais dans le couloir de sa propre maison. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Les semaines qui ont suivi ont été un mélange étrange de guérison et de douleur. Evelyne était partie vivre chez sa mère à Versailles. Séraphin avait engagé un avocat spécialisé en droit de la famille. La procédure de divorce était lancée. Léonel voyait sa mère tous les week-ends, mais il vivait avec son père. Et moi, je venais les voir 3 fois par semaine. Nous reconstruisions, lentement, pierre par pierre. Un soir de fin juin, Séraphin m'a appelé. « Maman, j'ai des nouvelles. »« Quoi ?» ?»« L'avocat d'Evelyne a contacté le mien. Elle accepte le divorce. Elle ne se battra pas pour la garde. »« Vraiment ? » ?»« Oui. Elle sait qu'elle a perdu. »« Et son travail ?» Séraphin a hésité. Elle a démissionné. »« Quoi ?» L'histoire est arrivée jusqu'à son entreprise. Quelqu'un a parlé. Peut-être Camille. Peut-être quelqu'un d'autre. Son employeur a demandé des explications. Elle a préféré partir. Je n'ai rien dit. Je ne ressentais aucune satisfaction. Juste une immense tristesse. Et Léonel? Comment il va? Il voit une psychologue pour enfants, 2 fois par semaine. C'est bien. Elle dit qu'il va s'en sortir, qu'il a besoin de temps, de sécurité. Il l'aura. En juillet, Camille m'a invité à déjeuner. Nous nous sommes retrouvés dans un petit restaurant près du Luxembourg. Elle avait l'air plus légère, plus apaisée. « Comment vas-tu » ai-je demandé. « Mieux, beaucoup mieux. Et Evelyne,
Tu lui parles? Elle a secoué la tête. Non, elle ne veut plus me voir. Elle dit que je l'ai trahie. Tu as fait ce qui était juste. Je sais, mais ça reste ma sœur. Je comprends. Nous avons mangé en silence un moment, puis elle a dit « Nos parents sont furieux contre moi. Ils pensent que j'aurais dû protéger Evelyne. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Que j'ai protégé un enfant et une femme innocente. » Elle m'a souri. Et je referai la même chose. Août est arrivé avec sa chaleur écrasante. Paris se vidait. Les gens partaient en vacances. Séraphin m'a proposé de les accompagner, lui et Léonel, dans une maison louée en Bretagne. Juste nous trois, comme une vraie famille. J'ai accepté. Nous avons passé 2 semaines au bord de la mer, à marcher sur la plage, à construire des châteaux de sable avec Léonel, à manger des crêpes, à regarder le coucher de soleil. Un soir, alors que Léonel dormait, Séraphin et moi sommes restés sur la terrasse. « Maman, je peux te demander quelque chose ?»« Bien sûr. Est-ce que tu me pardonnes? Vraiment ?» J'ai regardé la mer, les vagues qui venaient mourir sur le sable. « Oui. Vraiment? Oui, Séraphin. Je te pardonne, parce que tu es mon fils, et parce que tu as fait ce qu'il fallait quand tu as su la vérité. » Il a pleuré. Encore une fois. Et cette fois, je n'ai ressenti aucune amertume. Juste de l'amour. En septembre, j'ai déménagé. J'ai quitté le studio du 15e arrondissement. J'ai trouvé un appartement plus grand dans le 14e. 2 chambres, un vrai salon, une cuisine avec une fenêtre qui donnait sur un petit jardin. Claire m'a aidé à emménager. Hélène aussi. Séraphin et Léonel sont venus peindre la chambre d'amis. « C'est ma chambre quand je viens dormir chez toi, mamie. »« Oui, mon chéri. Elle est belle, comme toi. » Un matin d'octobre, alors que je faisais mes courses au marché, j'ai aperçu une silhouette familière. Evelyne. Elle était seule. Elle avait maigri. Ses cheveux n'étaient plus aussi bien coiffés. Elle portait un jean et un pull simple. Plus rien à voir avec la femme impeccable que j'avais connue. Elle m'a vue aussi. Nos regards se sont croisés. Elle a baissé les yeux. Puis elle s'est éloignée rapidement. Je suis restée là, debout avec mon sac de légumes, et j'ai compris quelque chose. Elle m'avait traitée de folle, de voleuse, de menteuse. Elle m'avait jetée dehors sous la pluie. Elle avait détruit ma réputation, ma dignité. Mais aujourd'hui, c'était elle qui fuyait. Elle qui vivait dans la honte. Elle qui avait tout perdu. Son mari, son fils, son travail, sa famille. La vie lui avait rendu exactement ce qu'elle avait donné. Pas par ma vengeance, mais par ses propres choix, par ses propres mensonges. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Toujours. Aujourd'hui, nous sommes en janvier 2025. 1 an s'est écoulé depuis cette soirée de novembre où tout a basculé. Je suis assise dans mon salon, une tasse de thé à la main, et je regarde par la fenêtre les toits de Paris couverts de givre. Léonel est dans sa chambre, celle que nous avons peinte ensemble en septembre. Il fait ses devoirs. Dans 1 heure, nous irons chercher Séraphin au cabinet pour dîner tous les 3. C'est devenu notre rituel, tous les mercredis soirs, comme avant, mais différemment. Le divorce a été prononcé en novembre dernier. Evelyne a quitté Paris. Elle vit maintenant à Lyon, près d'une de ses cousines. Elle voit Léonel 1 fois par mois, parfois moins. Mon petit-fils va mieux. Il rit de nouveau. Il dort sans cauchemar. La psychologue dit qu'il s'en sortira. Il m'appelle toujours « Mamie Yvette ». Et chaque fois qu'il le dit, mon cœur se réchauffe un peu plus. Séraphin a changé aussi. Il est plus présent, plus attentif, plus humble. Nous ne parlons jamais vraiment de ce qui s'est passé. Ce n'est pas nécessaire. Nous savons tous les deux. Mais parfois, quand nos regards se croisent, je vois dans ses yeux cette gratitude silencieuse, cette reconnaissance d'avoir une mère qui a pardonné. Pas oublié, mais pardonné. Claire et moi sommes devenus inséparables. Nous prenons le thé ensemble tous les après-midi. Nous rions. Nous parlons de nos vies, de nos blessures qui cicatrisent lentement. Hélène vient dîner 1 fois par mois. Elle me raconte ses élèves, ses batailles avec l'administration, ses victoires aussi. Camille m'envoie des nouvelles régulièrement. Elle a déménagé à Bordeaux. Elle a commencé une nouvelle vie, loin de sa sœur, loin de sa famille qui ne lui a pas pardonné d'avoir dit la vérité. Mais je suis en paix, m'a-t-elle écrit la semaine dernière. Et je la crois. Parfois, je repense à cette femme que j'étais il y a 1 an, cette femme tremblante sous la pluie, chassée de chez son fils, accusée, humiliée, brisée. Je repense à ces nuits dans ce studio minuscule où je me demandais si j'allais survivre. Et je me dis que oui, j'ai survécu.
Plus que ça, j'ai retrouvé ma dignité, ma famille, moi-même. Evelyne, elle, n'a pas eu cette chance. J'ai appris par Camille qu'elle vivait seule, qu'elle avait du mal à trouver du travail, que ses parents lui en voulaient d'avoir sali le nom de la famille, qu'elle était devenue celle qu'on évite, celle dont on parle à voix basse. Je ne ressens aucune joie à l'apprendre, juste une profonde tristesse, parce qu'elle aurait pu avoir tout, un mari aimant, un fils merveilleux, une belle-mère qui la respectait, mais elle a choisi la jalousie, le mensonge, la manipulation. Et la vie lui a rendu exactement ce qu'elle avait semé. L'autre jour, Léonel m'a demandé « Mamie, pourquoi maman ne vit plus avec nous ?» Je l'ai pris sur mes genoux. Parce que parfois, les adultes font des erreurs, des grandes erreurs, et il faut du temps pour réparer. Est-ce qu'elle va revenir? Je ne sais pas, mon chéri. Tu lui en veux? J'ai réfléchi, vraiment réfléchi. Non, je ne lui en veux plus. Tiens, pourquoi? Parce que la colère fatigue. Et moi, j'ai besoin de toute mon énergie pour t'aimer. Il m'a serré fort. Je t'aime, mamie. Moi aussi, mon cœur. Plus que tout. Ce que j'ai appris de cette épreuve, que la vérité finit toujours par émerger. Toujours. Qu'on peut perdre tout et se reconstruire. Que le pardon n'est pas de la faiblesse. C'est de la liberté. Et surtout, que la vie a sa propre justice. Silencieuse. Implacable. Juste. On n'a pas besoin de se venger. On n'a pas besoin de haïr. Il suffit d'attendre, de vivre avec dignité et de laisser la vie faire son œuvre. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.